Popao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes, alors très importantes sont mises sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que nous disons comme slogan dans cette émission que le Décrit Info est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut dire notre manière à nous de sentir les choses, notre manière à nous de les exprimer et notre manière à nous de les communiquer. Ici, dans cette émission, c'est un éditorialiste qui parle. C'est donc un Pérouloira, journaliste qui a son point de vue sur la marche de son pays, sur la marche de sa société, de sa communauté, qui vient ici exprimer un avis, qui vient ici pour donner un point de vue. En journalisme, ça existe. Lorsque le journaliste veut faire ce genre de choses, il use d'un genre journalistique qu'on appelle l'éditorial. Donc ici, c'est l'éditorialiste qui parle. Laissez-moi vous dire merci pour l'intérêt, la confiance que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission et globalement à cette chaîne et au travail que nous faisons ici. Nous existons parce que vous êtes là. Nous faisons ce travail pour vous et surtout parce que vous êtes là que nous le faisons. Nous le faisons donc pour vous et avec vous. Merci de continuer à vous abonner. Appelez vos proches, vos membres des familles à faire pareil s'ils ont besoin d'une information. Alors la vraie, à pouvoir s'abonner sur CPL Télévision pour avoir l'information non colorée de ce qui se passe dans le pays, ici en République démocratique du Congo. Je voudrais dire grand merci à nos partenaires, la boutique La Londoloise de Judith Londolé-Betoko. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, ne vous trompez pas. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est la Londoloise de Madame Judith Londolé-Betoko. Vous avez vu les spots publicitaires au début de cette émission. Vous pouvez donc passer vos commandes, demander des vestes, des chaussures, des cravates, des pantalons, des sous-vêtements, des cinglés, tout ce qui concerne l'habillement homme. Appelez donc Judith Londolé avec sa boutique La Londoloise. Passez vos commandes et il se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. C'est un problème, prenez CPL comme gage. Je l'ai toujours dit. Nous ne prendrons pas les risques d'exposer nos téléspectateurs dans une aventure sans lendemain. Nous avons pris soin de pouvoir s'assurer du sérieux de la maison. Merci également à notre amie Colette Nzinga. Madame Colette Nzinga depuis la Suisse. J'ai toujours dit Colette Nzinga a son cœur entre ses mains quand on a des problèmes notamment liés aux questions humanitaires. Quand il faut venir en aide aux nécessiteux, aux personnes vulnérables. Colette Nzinga n'hésite pas de faire parler sa générosité avec sa fondation Le Dieu de Moïse. Colette Nzinga, tout notre soutien avec votre fondation Le Dieu de Moïse à partir donc de la Suisse. Merci beaucoup à vous. Vous avez vu mon thème. Je voudrais qu'on fasse un peu aujourd'hui un bilan du tout dernier voyage de son Excellence Monsieur le Président de la République dans le Katanga. Félix Antoine Tshisekedi était au Katanga, dans sa capitale, précisément à Lubumbashi. Dès là, le président de la République est allé à Lualaba, à Kolwezi. Il est rentré vers le Haut-Katanga pour reprendre son avion et arriver à Kinshasa hier dans la soirée. Félix Antoine Tshisekedi a donc regagné la capitale, siège des institutions. Le président a fait 2 meetings, le premier à Lubumbashi et le second à Kolwezi. Je propose qu'on puisse ergoter autour de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, que nous puissions tirer un bilan de la situation et du voyage du président de la République dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous connaissez le principe, je parle ici, ce que j'ai dit n'est pas du tout une parole d'évangile. Vous pouvez me contredire, vous pouvez le contester, vous pouvez également donner votre point de vue. C'est ça justement la démocratie. Nous prêchons pour la promotion de l'état des droits et de la démocratie. Et la démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. On peut poursuivre éventuellement les débats dans le couloir en dehors de ces plateaux comme on a toujours l'habitude de les faire. Le numéro que vous voyez affiché au bas de vos petits écrans, c'est mon numéro personnel. Vous pouvez donc appeler pour que nous poursuivions les débats à l'extérieur de ce plateau. Mais si vous êtes un habitué de cette émission, vous connaissez le principe.
Le principe, c'est que nous commençons nos éditos et nos décrits toujours et toujours par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, bien avant que le président ne lance l'état des sièges, je m'étais vu dans une situation où mon être intérieur, la congolité qui est en moi, a crié. Je ne comprenais pas ces silences que je commençais à considérer comme étant coupables de nous tous ici à Kinshasa ou dans les autres coins du pays et même à l'extérieur, de voir tout un pan de notre pays souffrir de situations catastrophiques, voir les mamans, les filles, les femmes être violées au vu et au su de tout le monde. Ça fait une vingtaine d'années que ça dure. Je ne comprenais pas cette insouciance, cette inconscience, j'allais dire, de nous tous, cette inconscience collective dans laquelle nous baignons. On avait l'impression que ce qui s'est passé dans l'Est de la République était tellement loin de nous que ça ne nous considérait pas, ça ne nous intéressait pas. Vous êtes membre d'un pays, vous êtes ressortissant d'un pays où chaque matin quand vous suivez les informations, on ne vous parle que des massacres. On tue les gens par dizaines, par centaines et même par milliers. Aujourd'hui, si vous faites la comptabilité des pertes en vies humaines en termes de dégâts dans l'Est de la République, on parle des millions de Congolais qui ont vu leur vie être brutalement arrachée parce qu'ils vivent dans cette partie-là du pays. Alors je ne comprenais pas, j'avais dit non à ces silences coupables. Je me disais non, il faut que le Congolais partout où il est, quel que soit le travail qu'il fait, qu'il se pose la question de son apport pour amener la paix et la sécurité dans l'Est de la République. Je suis journaliste et mon travail c'est de parler, mon travail c'est le micro, c'est la télévision, c'est la caméra qui est devant. J'avais décidé d'apporter ma pierre de contribution en ouvrant tous mes éditos par la situation sécuritaire dans l'Est de la République pour alerter l'opinion. Et je me disais, si une seule personne, si 2 personnes, 3 personnes peuvent entendre ma voix, je serai heureux et je dirais que j'ai apporté ma contribution pour mon pays que j'aime et que je chéris tant. Mais je suis heureux, je suis l'homme le plus heureux, que nos cris d'alarme, que nos cris de cœur soient entendus aujourd'hui au niveau le plus élevé du pays. Je suis heureux de constater que pour une fois dans ce pays, la République, au niveau le plus élevé, a tout arrêté pour se concentrer à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis heureux de constater que le temps s'est arrêté. Le temps s'est fait comme arrêter, les amis. Et le pays se concentre aujourd'hui aux questions liées à l'état de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais ici réexprimer mon soutien total, mon adhésion à l'état de siège lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les amis, à un moment donné, nous devons apprendre à mettre nos antagonismes de côté. À un moment donné, nous devons nous départir de nos égos qui parfois sont surdimensionnés. J'ai toujours dit, on a oui être de la Mouka, du PPRD, d'Ensemble pour la République, de l'AFDC, de l'UDPS, des caches du FCC de la Mouka. Mais il y a des choses sur lesquelles toutes ces choses-là ne doivent plus faire partie de nous. La République doit prendre le pas sur nos appartenances politiques. La République doit prendre le pas sur nos appartenances idéologiques. Le Congo va mal. L'intégrité territoriale est menacée. L'indépendance et les territoires hérités de nos ancêtres sont menacés. Là, c'est le Congolais qui doit parler. Pour une fois, donnons l'impression, donnons l'image que nous sommes une nation. Que le vouloir vivre ensemble est un élément que nous avons intégré dans nos comportements. Pour une fois, montons-nous unis. Tous contre l'insécurité dans l'Est de la République. Tous derrière nos vaillants FARDC. J'ai vu ici certaines images circuler. Le ton a été donné par la première dame, la très distinguée première dame de la République, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Madame la première dame, merci beaucoup. Je l'ai vue habillée en symbole FARDC. Je l'ai vue poster des photos dans lesquelles elle exprimait son soutien à nos FARDC. Du coup, cette vague-là a pris tous les réseaux sociaux. C'est une très bonne chose.
Monsieur le Président de la République, vous avez le soutien des Congolais. Monsieur le Président de la République, vous avez mon soutien. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Moi, j'ai pris que Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse pour ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République. C'est comme on dit, la première des choses à faire, c'est de se débarrasser du serpent. Sur la question sécuritaire, sur la question de l'Est de la République, les amis, nous devons arrêter de tergiverser. Nous devons arrêter de tergiverser. Nous devons nous embrayer dans les sillons de l'unité. Nous devons exprimer notre soutien. Monsieur le Président doit sentir que les Congolais sont tous derrière lui. Que vous l'aimiez ou pas, c'est lui le Président de la République. C'est lui le commandant suprême des FARDC. C'est lui qui a pris cette décision que je suppose être salvatrice. Il a besoin de nos concours. Il a besoin de notre soutien. Chapeau bas à nos FARDC. Courage à nos vaillants éléments. Courage à eux. J'ai vu une campagne de diabolisation, une campagne de rejet naître dans les médias internationaux ici. Les ONG de défense des droits de l'homme, je ne sais pas. Certaines ONG portent des rapports. Ils commencent à chercher la petite bête noire. On devait arrêter tel avait violé tel. Non les amis, pas pour le moment. Des questions liées à la survie de notre État, de la patrie. Des questions liées à la survie de l'Est de la République doivent prendre les pas sur vos rapports-là. Laissez-nous d'abord tranquilles. Laissez-nous tenter le remède que M. Tshisekedi nous propose. Halte à l'intoxication, halte à la diabolisation de nos FARDC. Soutenons nos forces armées, soutenons notre président de la République dans sa casquette, dans sa peau de commandant suprême des FARDC. On fera le point après, les amis. N'oubliez pas, je l'ai toujours dit et je le répète, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je diverge avec M. Tshisekedi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pense que monsieur aurait mieux fait en faisant ça et plutôt que de faire l'autre. Beaucoup de choses sur lesquelles je diverge. Mais sur la question de l'Est et de la République démocratique du Congo, halte à la divergence. Nous avons besoin de pouvoir avoir l'unité pour affronter ces problèmes. Voici ce que j'avais à dire sur l'Est de la République démocratique du Congo. Je reviendrai encore demain pour aborder la même question. Et j'ai toujours dit, je parlerai de l'Est de la République aujourd'hui, demain, après-demain, aussi longtemps que la paix et la sécurité ne seront pas définitives dans cette partie. Personne alors ne m'empêchera comme Congolais de pouvoir alerter l'opinion. J'en viens à mon sujet du jour, mais bien avant, laissez-moi faire cette parenthèse. Vous avez suivi sur nos antennes le procès en direct de nos frères, nos compatriotes musulmans qui ont créé des incidents hier. Je suis heureux de constater que l'État a réagi. Je suis heureux de constater que ceux qui sont poursuivis comme criminels dans cette affaire étaient dans l'obligation de voir leur juge naturel et d'être jugés en flagrance. Hier encore, il vous souviendra, j'exprimais ma désolation quand on voyait les images de ces policiers être massacrés. On prenait le feu, on mettait sur lui. Je disais, on ne peut pas accepter cette barbarie. On ne peut pas supporter voir des images aussi cruelles. C'est inacceptable des situations comme ça. Et aujourd'hui, je suis heureux que l'État ait décidé de déférer en flagrance ces hommes-là. Et je suis heureux même de certaines conséquences politiques qui sont en train de s'en suivre. Hier, j'ai prêché ici pour que nous soyons capables de tirer les responsabilités. Je viens de lire le ministre des Sports qui a décidé de pouvoir suspendre les gestionnaires du stade des Martyrs. J'ai posé la question ici hier. Comment est-ce qu'on peut expliquer que vous êtes gestionnaire de ce cercle omnisport du stade des Martyrs? Vous décidiez d'accorder 2 autorisations à 2 camps qui sont en conflit
Comment on se retrouve dans une situation où d'un côté vous avez le camp de Abdallah et de l'autre le camp de l'autre imam qui se sont retrouvés dans les parvis du stade des Martyrs? J'ai dit qu'il y avait défaillance et ce matin, ou plutôt cet après-midi, le ministre des Sports a pris la décision de suspendre M. Yves Kambala avec tout son comité par rapport à ces incidents-là. Bravo. Et puis les comités là des stades des Martyrs, ils doivent nous dire comment est-ce qu'ils sont comités, mais le stade est toujours sale. Aujourd'hui, quand vous assistez à un match de football, vous ne pouvez pas aller vous soulager dans les toilettes du stade. Même dans la porcherie, c'est plus propre que dans le stade des Martyrs. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne comprends rien. On a décidé de délocaliser tous les matchs éliminatoires de la RDC en Coupe du Monde vers le stade de tout-puissant Mazembe. Comment on peut expliquer que Mazembe, qui est un fait privé, puisse avoir un stade qui réponde aux normes? Mazembe doit avoir un stade qui répond aux normes internationales, alors que le Congo, lui, n'a pas la possibilité d'avoir un stade au standard reconnu mondialement. On doit se poser des questions. Mais je ne voudrais pas que les questions restent là. Je me suis posé aussi la question sur des conséquences politiques. On doit tirer les responsabilités. Monsieur le gouverneur Gentini Ngobila avait reçu ces deux fractions hier. Il savait qu'il y avait des problèmes. Il savait que ça pouvait dégénérer. La veille de l'activité, Ngobila a reçu ses frères rebelles, ses frères ennemis. Il a organisé une cérémonie de réconciliation. Donc Ngobila, comme gouverneur de la ville de Kinshasa, avait des informations que la situation pouvait dégénérer. Est-ce que M. Gentili Ngobila a-t-il pris toutes les dispositions? C'est bien de condamner ces Congolais-là qui ont commis des actes répréhensibles. Je suis d'accord. On ne peut pas ôter gratuitement la vie à un policier comme ça, au vu et au su de tout le monde. Je suis d'accord, totalement d'accord avec ça. Mais je voudrais aussi que dans ce pays, que lorsqu'il y a des problèmes, que des responsabilités politiques soient aussi engagées. Et ici, j'engage la responsabilité de M. Gentili Ngobila. Parce que la veille des incidents, Ngobila savait, Ngobila avait des informations que ça peut dégénérer. Est-ce que le gouvernorat a-t-il pris toutes les dispositions pour éviter ce genre de situation? On dit en français que gouverner, c'est prévoir. Il faut que Ngobila nous dise quels sont les éléments de prévention qu'il avait mis en place. On va juger les coupables, oui, mais je voudrais qu'à un moment donné que nous puissions aussi être capables de tirer des conséquences politiques. Ailleurs, les gens démissionnent. Parfois parce qu'ils ne sont pas coupables. Non, pour donner les tempos, ils se sont dit ce qui s'est passé, c'est anormal, je dépose ma démission. Ça, ne demandez pas ça à Gentili Ngobila. Il ne le fera jamais. Mais il faut qu'on nous dise aussi sa responsabilité. L'actualité, je viens de les voir. C'est aussi le rejet de la demande de lever des immunités de M. Augustin Matata Ponyo Mapon par le Sénat. Là, il se pose un problème. Avant-hier, ici, sans être juriste, nous avons discuté de toutes ces questions. Il y avait deux thèses qui s'opposaient. La thèse des personnes qui estimaient que Matata ne pouvait pas voir ses immunités être levées par le Congrès. Parce que Matata doit passer comme sénateur. Et l'autre thèse, c'est des juristes qui disaient que c'est au Congrès de lever les immunités de M. Augustin Matata Ponyo. Pourquoi? Parce que les faits pour lesquels M. Matata est poursuivi sont des faits qui ont été commis à l'époque où Matata était encore Premier ministre. Mais aujourd'hui, le Parlement a estimé que Matata Ponyo, on ne peut pas lever ses immunités à cause de l'incompétence du juge. Ils estiment que Matata Ponyo étant sénateur, seul le procureur près la Cour de cassation peut juger M. Matata et non pas le procureur près la Cour constitutionnelle. Ils ont donc rejeté la demande du procureur près la Cour constitutionnelle. Là, c'est l'information qui vient fraîchement d'arriver. Le débat juridique, je ne vais pas entrer dans ces juridismes-là. J'étais avec Maître Harold de Badi Banga ici qui estimait hier que Matata ne peut pas être jugé par la Cour constitutionnelle et Matata ne pouvait pas avoir ses immunités être élevées par le Congrès. Il a donné un exemple. Il dit ici la question de la levée des immunités
est une question liée au statut actuel de M. Matata. On ne poursuit pas Matata Premier ministre, on poursuit Matata qui est revêtu à l'heure actuelle de l'étoffe des sénateurs. C'est la levée des immunités du sénateur qui doit être levée et non pas du Premier ministre. Et il a voulu dans ses arguments, il dit aujourd'hui alors, si Bruno Tshibala Nzenze doit être poursuivi, on va aller demander la levée de ses immunités? Non, Bruno Tshibala n'est ni député ni sénateur. On n'aura pas besoin que le Congrès se réunisse pour que les cours et tribunaux puissent poursuivre M. Bruno Tshibala. La preuve est là d'ailleurs. Une décision, une plainte a été déposée contre lui par ses anciens conseillers. M. Tshibala est allé répondre devant la Cour de cassation lorsque le procureur, plutôt le magistrat qui instruisait le dossier avait besoin de lui. Donc, Matata, son statut, c'est sénateur. Si on doit lever les immunités, c'est au Sénat. Et si on doit poursuivre Augustin Matata Pogno, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, mais c'est plutôt la Cour de cassation. Là, c'est des débats des juristes dans lesquels je n'entre pas. Mais ça nous enlève un peu notre soif de connaître la vérité. Surtout que M. Matata avait arrêté sa mission en Guinée pour venir apporter ses moyens de défense. Un acte de bravoure que j'ai salué pendant que certaines personnes fuient par Brazzaville pour fuir la justice. Matata, qui était à l'extérieur, est revenu pour se défendre devant les cours et tribunaux. Mais ces jeux de ping-pong nous empêchent en clair de comprendre ce qu'est le problème. Nous piaffons de patience de voir la situation claire. Qui a fait quoi dans l'affaire Bukangalozo? Monsieur Ligef a dit que sur 285 millions de dollars américains qui étaient déposés dans le cadre de l'affaire Bukangalozo, seuls 80 millions ont été utilisés. Où sont passés les 205 millions de dollars américains? Les Congolais doivent savoir, les amis. On parle des centaines de millions de dollars américains quand même. Si juridiquement parlant, la Cour constitutionnelle a fait une erreur, j'appelle le procureur après la prise de cassation, cette fois-là, lui aussi à ouvrir un dossier pour permettre à Augustin Matata de présenter ses moyens de défense. Parce qu'il semble que c'est ce que Matata veut. Matata s'est dit prêt à aller devant son juge naturel pour apporter ses moyens de défense et démontrer que dans l'affaire Bukangalozo, il n'y est pour rien. La République doit savoir où est parti cet argent. Et dans la foulée, j'ai appris que Matata a aussi porté plainte contre Jules Alenguete, inspecteur général des finances, pour dénonciation calomnieuse. C'est donc une sorte de saga judiciaire qui s'ouvre. Les juristes auront donc du pain sur la planche. Et si je donne les informations, je n'ai pas envie de faire du juridisme sur la question, mais j'exprime mon impatience que enfin, qu'un procès au besoin soit ouvert, que M. Matata vienne apporter ses moyens de défense, que les procureurs qui dit avoir suffisamment d'éléments contre lui viennent avec sa note d'accusation et que les deux parties s'affrontent devant un tribunal dûment constitué et que la République soit éclairée sur la véracité, sur le vrai fond de cette affaire de Bukangalozo, qui a fait quoi, qui a dit quoi. Nous sommes en droit de savoir, et c'est d'ailleurs ça le principe de la démocratie qui est entre autres assis sur la redevabilité. Voilà. Les amis, j'en viens à mon sujet du jour. Le président de la République était hier, donc 2-3 jours, dans le Grand Katanga. Parce que le président a commencé par le Haut-Katanga, comme capitale de Lubumbashi. Après, il est allé à Kalemi, plutôt à Kolwezi, dans le Lualaba. Et le président est rentré hier. D'abord, sur le plan de la mobilisation. C'est une sorte de raz-de-marée que M. Tshisekedi a réussi dans ces deux provinces. Le président a été reçu comme un prince. Est-ce que je dis comme un roi? Les Congolais de cette partie de la République ont exprimé leur adhésion, leur attachement et leur amour à leur président de la République. Ça, c'est un fait incontesté. Vous avez pu vous en rendre compte. À Lubumbashi, la vie s'était arrêtée. La terre avait arrêté de tourner. Tout le monde avait piqué vers l'aéroport. Et quand le président a fait son meeting, c'était presque devant les millions de personnes. Il y avait un monde fou pour l'écouter. À Kolwezi, mêmement, le gouverneur intérimaire
Madame Fifi Masuka Saïdi, là aussi, elle a réussi son coup. Le président a donc été bien accueilli. Le président a fait 2 meetings. Là, je rentre dans le bilan de son voyage. Quand je parlais du bilan, je dis que j'ai l'impression que le bilan du président en termes de son voyage était mi-figue, mi-raisin. Parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites pour lesquelles j'exprime ici mon adhésion et ma satisfaction. Il y a aussi des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Évidemment, nous sommes en démocratie. La première des choses qui m'a satisfait dans le voyage du président, c'est son discours sur nos minerais. On a senti un monsieur Tshisekedi vont en guerre contre le pillage de nos ressources. Vous avez suivi la toute dernière interview, je veux dire interview hypocrite de monsieur Albert Yuma. Yuma qui nous a dit qu'aujourd'hui, nos minerais ne nous appartiennent plus. Nos mines ne nous appartiennent plus. Je parle d'hypocrisie parce que je dis que ce sont des larmes de crocodile que Yuma a versées dans cette interview. Yuma, ça fait plusieurs années qu'il est PCA, président du conseil d'administration de la GECAMINE. Et toutes les joint ventures dénoncées aujourd'hui par Yuma ont été signées par lui. C'est Yuma qui a signé tous ces contrats de cession de nos minerais. L'homme par lequel le scandale est arrivé ne peut pas se mettre debout pour nous dire voilà, en se lamentant. Non, Yuma porte la responsabilité de cette situation-là. Yuma doit répondre de sa gestion de la GECAMINE. Yuma ne doit pas venir se plaindre. Il ne doit pas venir verser des larmes de crocodile. Et quand vous suivez cette interview ahurissante de M. Yuma, vous vous rendez compte que le Congo a des mines qui ne lui appartiennent plus. Kabila et Yuma ont tout cédé. Mais j'ai été content d'entendre M. Tshisekedi dire que l'heure est arrivée pour que nous puissions établir des partenariats gagnant-gagnant. À un moment donné, j'avais appris, j'ai même lu un tweet d'un officiel américain, que monsieur voulait revoir tous les contrats, notamment avec les Chinois, parce que Kabila a laissé une véritable, je ne sais pas comment il faut que je le dise, une pétodière en matière de mines en RDC. Les gens se sont partagés nos carrés miniers comme des petits cacahuètes, au gré de leurs intérêts personnels, mettant de côté et sacrifiant les intérêts des millions de Congolais. M. Tshisekedi a exprimé sa volonté de pouvoir revenir sur ces choses-là. Et dans ça, Monsieur le Président, notre soutien. Notre soutien. Le Président a dit il est temps que les gens ne puissent pas venir chez nous poche vide et qu'ils se remplissent des poches avec nos minerais, avec nos mines et qu'ils repartent après. Pour ça aussi, Monsieur le Président, chapeau. Le Président a rassuré les Congolais sur les questions des mines. Je pense qu'il est temps que nous puissions recouvrer notre souveraineté sur nos carrés miniers. Il est temps que nous puissions recouvrer notre souveraineté sur nos mines, sur nos produits miniers. N'oubliez pas que l'économie du Congo est assise essentiellement sur... Nous avons une économie de mines et une économie douanière. Ce sont les douanes et les mines qui donnent de l'argent au pays. Si nous pouvons rebasculer les choses, si nous pouvons recadrer les choses dans nos mines, ça sera une bonne chose. Monsieur Tshisekedi, il y a tout mon soutien là, ça. Je parle d'un bilan mi-figue, mi-raisin parce que le président s'est encore lancé dans des promesses. Je me demande dans le service du président de la République qui leur a dit qu'à chaque fois que le président fait une sortie, il doit faire une promesse. Évidemment, des promesses qui ne passent peut-être pas avec des gens comme nous, parce que ne l'oubliez pas, que François Mitterrand disait, les promesses sont faites seulement à ceux qui croient qu'elles sont réalisables. Nous ne sommes pas en période de campagne électorale. Mais moi, je sens comme si dans chacun de ces discours, le président a l'impression qu'on est en campagne électorale. Il promet, il repromet. J'ai suivi l'abbé Blaise Kanda, le célèbre abbé Blaise Kanda de Mbujimaï, qui disait, à un moment donné, lorsqu'on est une femme, lorsqu'on est un peuple, on n'a pas besoin de promesses agréables. Non. La femme, le peuple n'a pas besoin de promesses agréables de son père ou de son mari.
La femme ou le peuple a besoin de surprises agréables. Nous devons passer des promesses agréables aux surprises agréables. À un moment donné, il faut que notre président de la République arrête de trop nous promettre, qu'il se mette en action et qu'il nous surprenne agréablement. C'est à ça que moi j'attends son excellence, monsieur le président de la République. C'est à ça. Même quand le président parle des mines, maintenant qu'il a le gouvernement des warriors, j'aurais voulu que le président donne des instructions formelles et que le travail soit mis en branle, que les résultats soient palpables et que le président nous présente ces résultats-là comme étant des surprises agréables. Le président a promis la gratuité de l'université. Il est le Congolais le mieux informé de nous tous. Je ne sais pas. Mais quand je regarde déjà ce qui se passe avec l'enseignement primaire, je me dis, serons-nous encore capables aujourd'hui de prendre sur nos épaules la gratuité de l'enseignement universitaire? Est-ce que le Congolais, à l'heure où nous parlons, nous avons besoin avec une gratuité de l'enseignement universitaire? C'est vrai que tout dans ce pays est prioritaire, mais nous devons quand même échelonner les priorités. À l'heure actuelle, je pense très modestement que le Congolais a besoin de la paix, le Congolais a besoin de voir son social s'améliorer. Le président a promis la gratuité de l'université. Avons-nous besoin d'avoir une université gratuite? Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, est-ce possible que nous ayons une université gratuite? Ceci devient comme une sorte de corollaire d'une autre promesse que le président a faite en disant non, on va suspendre les syllabus, on va mettre le Wi-Fi. Jusqu'aujourd'hui, je cherche toujours à trouver le mariage entre le Wi-Fi et les syllabus. Par-dessus tout, les syllabus, c'est une œuvre d'esprit. Quel est ce professeur-là avec les maigres salaires qu'il a, qui va prendre son cours, le mettre dans un syllabus, les polycopier et venir les distribuer gratuitement? Le président a dit que les professeurs vont commencer à mettre les syllabus dans les systèmes informatiques et les enfants n'auront qu'à télécharger. Est-ce que le président s'est assuré que tous les étudiants ont un téléphone Android capable de prendre en charge le téléchargement des syllabus? Si à Kinshasa, c'est difficile, et chez moi à Ilebo, chez moi à Kabulangoma, chez moi à Chilenge, ça va être très compliqué. Tous nous condamnons ici les mauvaises pratiques des syllabus, mais les syllabus comme œuvre d'esprit, non. Nous condamnons par exemple le fait que certains professeurs conditionnent la participation aux examens et au TP par les syllabus. À l'université, le professeur ne vient pas pour écrire, le professeur ne vient pas pour dicter les cours, le professeur vient exposer les cours. Les étudiants, dans leur formation, doivent aller approfondir en lisant les ouvrages, en fréquentant les bibliothèques ou en lisant les syllabus. Mais quand le président dit que les syllabus, et j'ai même appris que l'affaire a été amenée au Conseil des ministres, je suis un peu dubitatif. Je pense que l'heure des surprises agréables doit arriver. Il faut qu'on diminue un peu les promesses agréables. Nous devons passer à l'heure des surprises agréables. Surprise agréable. L'État a fait ça, l'État a fait ça. Dans les mi-figues, mi-raisins, je mets le fait que le président a fait d'autres promesses dans le cadre des ratés de cette mission-là. Le président n'est pas obligé de promettre tout le temps. Il faut que ceux qui sont autour de notre président l'aident. Monsieur le Président, nous vous aimons. Nous vous soutenons dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas dans l'obligation de promettre à la population, Excellence, Monsieur le Président de la République. Là où j'ai encore été choqué, c'est quand j'ai vu la vidéo de la réception du soir, où le Président de la République évoque lui-même les interdictions liées au corona. Il dit que vous avez violé le corona, mais puisque le président est là, aujourd'hui vous avez la permission. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je ne suis pas d'accord avec le président de la République sur ça. Pas lui. C'est lui le président, c'est lui qui a pris des mesures. Lui, il est le premier, il doit donner les tempos, il doit donner l'exemple. Et aujourd'hui encore, je me pose la question de savoir qu'est-ce que cette histoire de couvre-feu fait ici dans ce pays. Je ne comprends rien. Parce que les hommes politiques font leur meeting. Augustin Kabouya a rempli des stades.
Augustin Kabouya a rempli de... L'UDPS est dans... J'ai même vu aussi la Mouka. Martin Fayoulou et Mouzito ont fait leur histoire à Sainte-Thérèse. Les églises sont bondées de gens. Les taxibus sont bondés de gens. On ne porte plus les masques. Personne ne dit plus rien. La seule chose qui reste ici, c'est le couvre-feu. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le couvre-feu, comment il a appelé ça la fille? C'est que Kalunga appelle le péage. J'ai encore revu la vidéo en montant. Il dit, mais ma barrière, on a beau tirer votre couvre-feu. Comme ça, on a péage. Pour le niveau de 500 frères, j'ai rigolé. J'ai dit, bon, elle est comédienne. Elle était dans son rôle. Cette image encore où le président lui-même s'exonère des mesures de distanciation, des mesures draconiennes contre le corona m'a mis mal à l'aise. M'a mis mal à l'aise. Et ça, je mets aussi dans le cadre des ratés du voyage du président de la République. En bref, c'était bien que le président aille dans le Katanga. Vous connaissez que le Katanga, c'est une partie importante de notre pays. C'était bon que le président rassure sur la question des mines, surtout après cette interview hypocrite de M. Albert Youma. Mais le président n'était pas dans l'obligation de faire encore des promesses comme il l'a fait. Le président n'était pas dans l'obligation de pouvoir briser lui-même les gestes barrières en assurant l'assistance que vous êtes permis aujourd'hui. Un autre fait politique important du voyage du président de la République que j'ai vu noter, c'est son soutien public à Madame Fifi Masuka. Quand j'ai vu le président venir à Kolwezi à l'absence de Mouyej, politiquement, je me suis dit, c'est terminé. Mouyej doit se concentrer à autre chose. C'est terminé. Mouyej doit se concentrer à autre chose. Le président arrive à Kolwezi alors que le gouverneur est ici à Kinshasa. Le président arrive à Kolwezi et on sent l'admiration qu'a le président. On sent le soutien du président à Madame la vice-gouverneure ad intérim, Fifi Masuka. J'ai vu le président terminer son discours, que le Seigneur bénisse notre gouverneur, Maman Fifi Masuka. Donc, on n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que Mouyej Manguez Mas doit partir avec les Zoé, doit partir avec les Kabila. Mouyej, M. Tshisekedi le conjugue déjà au passé. Ici, je reviens sur ce que j'ai toujours dit. On nous a présenté Mouyej Manguez Mas comme le meilleur manager. On nous a dit que c'était un bâtisseur. Faisons attention parfois à des campagnes de manière démesurée. Mouyej était sur tous les plateaux de télé ici. Les images à gauche, Ozonga Bango. Des tonnes, des centaines d'argent étaient dépensés pour la campagne de communication. Mais dans les faits, Fifi Masuka nous a démontré que Mouyej était un mauvais gestionnaire. Fifi Masuka a mis des éléments sur la table que Mouyej n'a pas rencontrés jusqu'à l'heure où nous parlons. Fifi Masuka nous a dit que monsieur avait une vingtaine de comptes bancaires cachés. Lui qui était présenté comme le meilleur élève de la Kabylie parmi les gouverneurs. C'était faux selon Madame la vice-gouverneure, gouverneur ad intérim aujourd'hui. Masuka nous a dit qu'il y avait une vingtaine de comptes fictifs qui échappaient au contrôle de l'exécutif. Masuka nous a dit que monsieur était en train de surfacturer les travaux à Kolwezi et alors là-bas. On a vu les images d'Edi Lolo ici que notre ami Nono Landou nous a présenté. Les véhicules faisaient 3 mois en cours de route. Alors que Mouyej, dans sa campagne ici, on avait l'impression que... Non, papa. Le président a apporté son soutien à Mme Fifi Masuka, c'est clair. Mouyej, c'est terminé. Le président le conjugue déjà au passé. Monsieur doit faire autre chose. Il faut qu'il aille à Kingakati, ils vont commencer à restructurer leur parti. Mais dès là, il faut que Mouyej nous donne des réponses sur les éléments mis à sa charge par Mme Fifi Masuka. Fifi Masuka nous a dit que Mouyej donnait des marchés à ses enfants. Fifi Masuka nous a dit que Mouyej surfacturait les marchés. Monsieur, même s'il a perdu la confiance politique de son excellence, monsieur le président, mais en termes de redevabilité, on doit nous dire, parce que Mouyej ne gérait pas l'argent de sa poche, Mouyej gérait l'argent de la République, du trésor public. Maintenant qu'on cherche à lever les immunités des uns et des autres, on doit aussi nous dire, est-ce que monsieur Mouyej est-il, oui ou non, innocent des faits allégués par Madame la vice-gouverneure, aujourd'hui gouverneur intérimaire Fifi Masuka. Madame Fifi Masuka
Vous avez la bénédiction du président de la République. On l'a vu. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça. Faites le travail. Faites mieux. Proposez mieux. Changez la gouvernance. Faites les choses mieux que Richard Mouyej. Ne tombez pas dans ce que vous avez reproché à M. Mouyej, madame. Les Lualaba a besoin de vous. Les Lualaba vous regardent. Je suis à la 40e minute, les amis. L'émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.